des zones rurales. Je les écoute parler, je les entends parler. Lorsqu'on prend un jeune et qu'on lui donne un micro moyennant 50 000 francs, que voulez-vous qu'il fasse? Voilà la réalité. Croire que les jeunes subitement pensent qu'Oligui Nguema doit rester au pouvoir, c'est penser qu'Oligui Nguema a eu un score de 95,95%, voire 100%. C'est illusoire. Et tout le monde en rigole. Et nous sommes la risée de tous, de par le monde. Alors, moi, j'essaye toute ma vie d'être le reflet de ce que j'ai été. J'ai jamais été ridicule. J'ai toujours tout fait pour être un représentant de mon pays, pour montrer que le Gabonais n'est pas ridicule. Alors, s'il y en a d'autres qui pensent que pour des petits sous, on peut être ridicule, c'est leur droit. On a le droit à la bêtise existe. Le droit à la bêtise existe. Mais moi, je n'ai pas le droit de céder à la bêtise. Partout où je vais, par rapport à ce que je dis, je sais que je représente ce que le Gabon a de valeureux. Et je ne suis pas seul. On est nombreux dans cette situation, même si seuls de nombreux autres ne parlent pas. Ils sont là. C'est ce que j'appelle la majorité silencieuse. Ceux-là, ce sont des vrais Gabonais. Le reste, qui font le tintamarre, qui suivent effectivement le putschiste en chef, qui n'ont pas de règles, qui sont à gauche et qui sont à droite. Parce que les mêmes qui étaient avec Ali, qui criaient avec Ali, c'est les mêmes qui se retrouvent avec Oligui aujourd'hui. Et comme le ridicule ne tue pas, qu'est-ce que vous voulez? Quelle réaction voulez-vous que j'ai par rapport à de tels agissements? Si on ne regardait que cela, le Gabon ne évoluerait pas. Or, étant un chrétien, comme le dit la Bible, c'est le petit reste qui fera le bonheur du Gabon. Et j'en fais partie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. D'autres questions? Est-ce que vous allez mettre en place une commission justice et vérité pour connaître qui a fait quoi après les élections 2016 pour réconcilier le peuple gabonais? Eh bien, cher Wesley, je crois avoir déjà répondu à cette question et je vais vous répondre. Je ferai mieux. Non seulement la commission sera mise en place, mais en plus, il y aura tout un ministère qui sera mis en place, le ministère de la réconciliation nationale. Trop de mal a été commis, trop de mal a été fait, trop de crimes sont restés impunis. Il faut que les Gabonais se réconcilient avec eux-mêmes d'abord, que nous nous parlions, que nous nous regardions dans les yeux et que nous nous disions des vérités. C'est à partir de cette réconciliation, c'est elle qui est le socle du développement de notre pays. Elle est inévitable, elle est inéluctable. Et j'ai déjà dit la dernière fois que je ferai mieux, je formerai un ministère chargé de la réconciliation nationale. Je vous remercie, M. Moulingi Biyoge. Vraiment, j'espère qu'un jour, vous aurez gain de cause de ce combat. Pas de politiciens affamés et les affamés qui les suivent. Alors, vous dites que vous espérez. Je vous dis que la victoire est là toute proche. Elle vient bientôt. Ne vous fiez pas à ce qu'on dit, des montages qu'on fait. On met des bus à disposition, des bus gratuits. On va prendre les gens dans les quartiers. On leur donne de l'argent pour qu'ils aillent applaudir, pour qu'ils disent comment peut-on applaudir Oligui qui revient de voyage alors qu'on n'est pas un retour de ce qui s'est passé aux États-Unis? Qui sait ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Gabon a gagné aux États-Unis? Tout simplement parce que, effectivement, ça, c'est des méthodes du PDG. Mettre de la fumée aux yeux, faire en sorte que les gens ne soient pas lucides et se laissent illusionner par ce qu'on voit. Ça,
ça ne dure pas tout le temps, ça dure un temps et ça ne dure pas toujours. Donc, je vous dis que la victoire est là. Soyez fermes, soyez convaincus et restez là. Elle est là. Nous allons bientôt avoir gain de cause. Oligui sait que partout où il va, on lui dit la même chose. Il faut qu'il rende le pouvoir. S'il dit autre chose, c'est un menteur. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Que pensez-vous des projets qui se font en ce moment dans le pays, notamment le projet de la transformation du manganèse, des cités administratives, etc., etc. Ben, qu'est-ce que moi je peux penser d'un projet? Je n'ai rien à penser d'un projet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des projets, c'est des idées. Une idée ne fait pas un projet. Un projet est budgétisé. Un projet a un horizon temporel. Un projet a la date de démarrage et la date où il finit. Un projet, c'est quelque chose de structuré, de quelque chose de mis en place. On voit les partenaires, on voit les moyens internes, on voit les moyens externes. C'est ce qu'on appelle un projet. Là, ce ne sont pas des projets, c'est des idées folles du putschiste en chef qui a mal de sensations, croit qu'en vendant l'illusion, il peut parvenir à quelque chose. C'est une fuite en avant. Je n'ai rien à penser de cela. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Alors, donc, la jeunesse soucieuse, consciente, compte sur moi. Moi aussi, je compte sur elle. Parce que le développement d'un pays ne dépend pas seulement du leader. Ça dépend de la manière dont on adhère et de la manière dont le peuple adhère. Pourquoi? Parce que le Gabon devra compter sur tout le monde, même sur ceux qui nous insultent. On a besoin de tout le monde pour construire notre Gabon. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'orientation au sommet de l'État. Elle relève de l'imposture, elle relève du mensonge, elle relève du bricolage, et elle relève effectivement de l'artifice. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent. À partir de ce moment-là, un projet existe. Je compte sur tous les Gabonais, quel que soit leur bord, chacun à son niveau devrait y contribuer. Et ce sera la construction nationale. Mais cela passe préalablement par, effectivement, la réconciliation nationale. Il faut qu'on se parle, qu'on se pardonne, qu'on se regarde. Mais le pardon appelle, je suis chrétien catholique, appelle quoi? Un acte de contrition. Que ceux qui ont fait du mal à autres se repentent. Et à partir de ce moment-là, ce sera un véritable redémarrage pour notre pays. Donc, moi, je compte sur la jeunesse consciente. Je compte sur ceux qui savent que ce pays doit se relever. Je compte sur ceux qui acceptent encore d'attendre et de souffrir. Car demain, le bonheur arrive. Nous allons sourire, nous allons rire avec l'aide de nos partenaires internationaux. Je vous remercie. Quel est selon vous le problème le plus urgent dans notre pays et pourquoi? Comment comptez-vous créer de l'emploi pour les jeunes au-delà des promesses? Ça, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu de manière très, très précise en disant qu'aujourd'hui, le chômage chez les jeunes est de l'ordre de 50%. C'est trop. C'est trop. Et qu'il y a effectivement des procédures qui existent, des politiques qui existent, qui ont été conceptualisées et qui sont prêtes à être mises en œuvre dans notre pays. Et à partir de ce moment-là, d'année en année, on va réduire le taux de chômage sur les jeunes, bien évidemment. Alors, vous dites quel est le problème, quelle est la priorité? La priorité, elle est d'abord d'ordre politique, d'ordre sociologique. Trop de mal a été commis. Une fois que la commission vérité, justice, réconciliation est mise en place et que les procès ont lieu, c'est le début de commencement de la croissance de notre pays. Parce que le Gabon va y croire.
on va croire qu'on a une justice, on va croire qu'on a un État juste, on va croire on va croire qu'on peut se déployer, qu'on peut se développer, qu'on peut s'organiser en dehors de la politique. Et c'est là que les agents privés vont comprendre que sans arnaque, ils peuvent se déployer. Et quand ils se déploient, ils créent de la croissance et ils créent de l'emploi. Et voilà comment c'est une chaîne, c'est une séquence bien connue que j'entends dérouler pour que d'année en année, on puisse résorber le chômage qui existe au Gabon, surtout chez les jeunes. Donc pour moi, c'est quelque chose de tout à fait huilé, de tout à fait clair. La priorité, elle est d'ordre politique tout d'abord. Il faudrait que nous ayons au sommet de l'État quelqu'un qui n'est pas un affidé de Bongo, quelqu'un qui n'est pas un sous-fifre de Bongo, quelqu'un qui n'est pas un esclave de Bongo et quelqu'un qui est suffisamment autonome pour imposer une nouvelle orientation et faire en sorte que tous les crimes, aussi bien financiers qu'humains, soient effectivement réparés. C'est le point de départ du développement de notre pays. Je vous remercie. Autre question? Alors, pensez-vous que le Gabon peut se développer sans les puissances occidentales? Si oui, comment serait-il possible et par quels moyens concrets? Je crois que ce type de question prouve à quel point nous ne comprenons pas encore la géopolitique internationale. Ce que nous devons savoir, c'est que le Gabon, le développement est un acte volontariste. Ce que nous devons savoir, c'est qu'aucun pays ne vient en autarcie. Un pays dépend toujours de quelque autre pays. Les trois activités économiques, les majeures, sont la production, la consommation et la répartition. Vous pouvez être fort parce que vous produisez, mais cela ne suffit pas parce que ce que vous produisez doit être acheté par quelqu'un d'autre, dont vous dépendez de celui qui vous achète, de la part des marchés qu'il a. Ensuite, celui qui consomme dépend de celui qui produit. Voilà les deux premières opérations d'une économie nationale, a fortiori internationale. Ce qui veut dire que, à moins d'être un rêveur, vous ne pouvez pas vous mettre dans une situation où vous dites « je me passe de tout le monde ». Maintenant, il y a un problème. C'est que dans la nouvelle configuration internationale, nous sommes à l'heure des interdépendances. Et c'est là que le choix s'impose. Quelle est la meilleure dépendance dans un monde d'interdépendance? C'est ça la problématique de l'heure. Autrement dit, vous pouvez dépendre des Chinois, vous pouvez dépendre des Américains, vous pouvez dépendre des Français, vous pouvez dépendre des Anglais. Dans ce panoplie d'offreurs ou de demandeurs, quel est votre intérêt? Et c'est là que j'ai prôné ce qu'on appelle la réelle politique, c'est-à-dire se démarquer des idéologies primaires pour se situer par rapport aux intérêts du peuple, à savoir d'abord les besoins basiques, les besoins fondamentaux, nourrir le peuple gabonais, le loger, lui permettre de se scolariser, lui permettre de scolariser ses enfants, lui permettre de se soigner. C'est ça les besoins basiques. Lui permettre de circuler, lui permettre de se loger. C'est ça les besoins basiques. Et ensuite, il y a les besoins transcendantaux. Et c'est là qu'on rentre en négociation. C'est
le partenariat, le nouveau partenariat, et là j'ai parlé du partenariat gagnant-gagnant. J'entends dire que le parti du putschiste en chef parle aussi de partenariat gagnant-gagnant. Je ne sais pas si je comprends ce qu'il dit et où il a volé ça, où il a triché, mais je sais que c'est moi qui ai parlé de partenariat en premier et j'en parle depuis toujours. Partenariat gagnant-gagnant. Autrement dit, lorsque vous êtes en relation internationale, qu'est-ce que le Gabon gagne? Qu'est-ce que le Gabon perd? Et généralement, voilà pourquoi on va à l'intégration, parce que précisément, lorsque vous ne pouvez pas vous ajuster en isolement, vous vous ajustez en groupe, parce que vous savez ce que le groupe vous apporte par rapport à ce que vous n'auriez pas si vous étiez isolé et seul. Donc, les choses me semblent tout à fait claires de ce point de vue. Alors, dit, est-ce qu'on peut se passer des Occidentaux? Ça ne se décrète pas, monsieur. Vous qui me parlez, par quel lion parlons-nous aujourd'hui? Nous passons par les nouvelles technologies de communication. Quelle technologie de communication est produite au Gabon? Nous parlons aujourd'hui, moi je suis en Occident et vous êtes au Gabon. Nous parlions comme si nous nous voyions. Par quel lien? Qui en a été l'inventeur? Qui dispose de la technologie? Donc, le développement, ce n'est pas des décrets. C'est une organisation et c'est une activité volontariste. La Corée y a mis 50 ans. La Chine y a mis 50 ans. Allons-y et posons les jalons de notre développement futur et non des choses qui sont dites à l'emporte-pièce. Il faut, d'ici 2029, comme cela, dans le détour d'une conversation et par coup de champagne, parce qu'on a fumé un peu de hashish, on vient dire, d'ici 2029, il faut effectivement qu'on transforme notre manganèse. Mais non. Et il y a des gens qui sont là, toujours les mêmes, pour applaudir les bêtises. Eh bien, ils sont libres d'aller dans la bêtise et d'applaudir les bêtises. Et moi, je suis libre de ne pas accepter de telles bêtises pour le développement de notre pays. Je vous remercie, monsieur. La d'abord est de savoir pourquoi autant des intellectuels, des économistes, parfois à la tête des États africains, n'arrivent pas à relever les défis, notamment dans le développement réel et concret dans les ménages gabonais, les entreprises gabonaises, l'éducation et autres secteurs, etc., etc. Alors, généralement, c'est une question très naïve, globalisante et naïve. À la limite, elle est nocive. J'ai donné la dernière fois un exemple clair. Nous avons au Gabon des chirurgiens de haut vol. Je peux en attester puisque j'étais près de la mort. Et c'est un chirurgien gabonais qui m'a opéré. Gabonais de souche. Et bien opéré. Lorsqu'après j'ai été évacué en France, les Français ont dit que ça a été fait selon les règles de l'art. Nous avons des chirurgiens de haut vol au Gabon. Mais maintenant, paradoxalement, nous avons des gens qui meurent de hernie étranglée à Kébé-Plaine, à Kango, à Kokobiche. Le tort à qui? On peut accuser, on peut dire que si le Gabon va mal, c'est parce que les gens meurent de hernie étranglée à Kango, à Kokobiche. Pourtant, on a des médecins, des chirurgiens de haut vol. C'est une question trop naïve. Pour qu'un chirurgien soit opérationnel, il faut qu'il soit dans un centre hospitalier et que ce centre hospitalier soit équipé en personnel paramédical, équipé en infrastructure médicale, c'est-à-dire le plateau technique en termes techniques, qu'il y ait un bon plateau technique. Dès lors qu'il y a ça, cela ne suffit pas. Il faut qu'on lui amène le patient depuis Kango ou depuis Kokobiche pour l'amener à l'hôpital. Si le patient meurt, ce n'est pas la faute du chirurgien de haut vol qu'il y a au centre hospitalier de Libreville, monsieur. C'est de la même manière. Nous avons des bons économistes, des économistes de haut vol, mais il faut les mettre à contribution. Qui demande leur avis? Quand vous avez des apprentis sorciers, quand vous avez des pseudo-généraux qui n'ont jamais rien fait dans leur vie et qui se croient en droit de pouvoir imposer. On fait ça, le manganèse en 2029. Voilà ce que nous méritons. Et tout le monde en rigole.
sauf ceux qui prennent de l'argent dans ses poches, sauf qui se nourrissent de ces bêtises. Voilà où nous en sommes. Donc, la faute n'est pas aux économistes. Il faut qu'il y ait un lien entre le technicien qui connaît sa technique et le politique qui oriente la politique en fonction, effectivement, du projet qu'il a soumis au peuple gabonais, en fonction du retour qui lui a été fait. Il a gagné à la régulière les élections, en fonction des règles que lui-même, il respecte, les règles qu'il n'a pas forcément fixées. Et c'est là qu'on est dans un état de droit. Et tout le monde est utilisé à bon escient. C'est cela, c'est comme cela que morce un État. On n'est pas là pour des accusations. Il y a des bons médecins. Pourquoi effectivement il y a ceci? Il y a des bons économistes. Pourquoi il y a ceci? Ça veut dire qu'on ne fait pas le lien entre les choses. Cher monsieur, mettons les choses à leur place et comprenons que rien n'est improvisé. C'est un processus huilé où chaque chose est à sa place, où chacun est exploité au mieux de ses compétences. Voilà comment fonctionnent les vrais États et non des États, des administrations bananières à la mesure de ce qu'on veut nous mettre en place. Merci. Comment comptez-vous mettre fin au détournement des fonds publics? Quel mécanisme prévoyez-vous pour que les citoyens puissent vous demander des comptes? Mais je l'ai dit, un état de droit suffit. Les règles existent, mais il se trouve qu'on a un pouvoir mafieux qui ne respecte pas les règles mises en place parce que tout le monde vole. Du chef au sous-chef, au vice-chef, tout le monde est dans le vol. Alors, dans ce cas-là, de telles questions, vous-même voyez ce qui se passe. Moi, ce n'est pas un état de vol puisque je n'ai jamais volé et je ne volerai jamais. À partir de ce moment-là, c'est un état de droit où les choses se font normalement. Et dans un état de droit, effectivement, chacun a sa place. Les règles existent et elles s'imposent à tous. Sauf que dans l'état actuel du Gabon, les règles qui sont édictées par le putschiste en chef s'imposent à tout le monde, sauf à lui-même. Voilà l'incohérence. Merci. Quelle stratégie concrète à court et moyen terme comptez-vous afin de sortir le Gabon d'une économie de rente? D'abord, ça c'est des expressions qu'on utilise. Qu'est-ce qu'une économie de rente? Il faut déjà savoir ce qu'on appelle une économie de rente. Je l'ai dit parce que je sais ce qu'on appelle une économie de rente. Sortir le Gabon d'une économie de rente, qu'est-ce que ça veut dire? La rente, c'est une économie de quête. Il faut que les Gabonais produisent. Et pour que les Gabonais produisent, je l'ai dit lors de l'émission, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Or, pour le moment, le putschiste en chef n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. C'est la seule chose à mettre en place. Autre question. Pourquoi dans vos propos, les autres ne présentent rien pour le Gabon, pour le peuple, sauf que vous aviez la capacité d'être le vrai sorcier et les autres les apprentis? Eh bien, les autres, c'est qui? Moi, je fais ce que j'ai appris, je fais ce que j'ai enseigné, je dis ce que j'ai expertisé dans d'autres pays et c'est ça que j'essaie de mettre en pratique chez moi. Le reste, les autres, je ne sais pas, ils savent ce qu'ils ont fait. Demandez au putschiste en chef dans quelle armée il a été, où est-ce qu'il a fait ses marques, où est-ce qu'il a eu le grade de général. Demandez-lui. Moi, je sais où je suis devenu, je sais comment et où je suis devenu professeur. Et je sais que j'enseigne dans les pays occidentaux. Je sais que j'ai enseigné aux États-Unis. Je sais que j'ai enseigné en Asie. Et je sais que j'ai enseigné par ailleurs en Europe. Je sais que j'ai enseigné dans la majorité des pays africains. Bon, alors lui, je ne sais pas, demandez-lui. Donc, chacun doit se positionner sur ce qu'il sait faire. Je ne sais pas où le général a été dans sa vie et ce qu'il a fait dans sa vie pour se révéler être le président de la République
à 95,98, 100%. Je ne sais pas. Demandez-lui. Posez-lui la question. Autre question? Vous aviez affirmé que l'élection du 12 avril dernier n'aura pas lieu. Oligui a été le plus 94%. Oui. C'est monsieur TV Plus Afrique. Alors, TV Plus Afrique, une question comme cela venant d'un journaliste m'amuse. Vous m'amusez, monsieur. Parce que j'aimerais vous dire que je n'ai pas affirmé que cela. L'affirmation était complète. Et si d'aventure elle a lieu, j'ai continué. Mais vous laissez la deuxième phrase, vous prenez la première. Prenons la première. Quelqu'un qui, après 3 mois d'élection, met dans notre pays dans cet état, c'est l'impopularité la plus criarde. Vous avez déjà vu un chef d'État, après 3 mois, avoir une telle impopularité. Alors, quand vous venez me poser la question, quels intérêts défendez-vous, monsieur TVV Afrique? Les intérêts du putschiste en chef ou les intérêts du peuple gabonais qui est le contribuable qui vous nourrit? Quels intérêts défendez-vous? Alors, il faudrait effectivement que vous, journalistes, vous choisissiez votre camp. Pas venir me poser des questions parce que vous ne prenez qu'un bout de phrase et vous venez. J'ai dit, cette élection n'est pas valide et je continue à le dire. Elle n'est pas valide. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite sur la base d'un faux référendum. Un référendum, c'est une loi. C'est un scrutin qui, comme les lois organiques à l'Assemblée, doit requérir une majorité qualifiée. Or, les vrais résultats, le référendum a eu moins de 50%, donc même pas la majorité absolue. Ce qui en ressort ne peut pas être valide, c'est nul et de nul effet. Si vous ne comprenez pas ça, vous, journalistes, qui voulez-vous que vous compreniez? Vous êtes là. Information. L'information pour la recueillir, la traiter et servir le peuple, lui donner la bonne information. C'est ce qu'on appelle la communication. Or là, ce que vous faites, c'est la désinformation. Vous prenez un bout de phrase et vous dites qu'Ondo ça a dit. Dites tout ce qu'Ondo ça a dit. Et j'ai parlé plusieurs fois. Ne prenez pas seulement un bout de phrase, monsieur. Alors, vous avez un rôle à jouer en tant que 4e pouvoir. Prenez conscience du rôle que vous avez à jouer. Il fut un temps où celui qui a inventé TV+, en a fait une arme de combat pour l'opposition. Je ne sais pas à quel niveau vous vous situez. Ça ne devrait pas une arme pour détruire l'opposition et détruire les aspirations profondes du peuple gabonais. Prenons-en conscience. Le peuple gabonais a besoin de vous. Ressaisissez-vous. J'attends venir à vous. J'attends que vous me posiez des vraies questions en journaliste avéré et en journaliste formé pour que nous discutions et je vous montrerai que ce que j'ai dit est juste. Et quand on regarde la situation dans laquelle se trouve notre pays aujourd'hui, cher monsieur, à moins de se mettre des œillères, véritablement, c'est alarmant. Après même pas 3 mois de pouvoir, on est dans une situation où on est décrié, insulté, traité dans la boue. C'est inacceptable. Alors, vos 95%, je m'en moque. Autre question? Monsieur le Président, le ministre d'État de l'économie, Henri-Claude Oligui, récemment a fait des analyses et a affirmé vouloir restaurer la crédibilité financière du Gabon. Quel indicateur objectif le prouve-t-il aujourd'hui? Deuxième question, les réformes évoquées par le ministre dématérialisation, transparence budgétaire, réduction du train de vie de l'État, sont-elles réellement mises en œuvre en l'état de la situation économique du pays? C'est de très belles questions, mais posées à la mauvaise question, à la mauvaise personne.
Posez la question à Henri-Claude Oyima. C'est lui qui a parlé, il sait de quoi il a parlé. Et je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai déjà dit qu'Henri-Claude Oyima était un incompétent et qui ne sait pas de quoi il parle. Il y a une différence entre la gestion d'une banque et la gestion d'un État. Les deux procèdent de deux logiques complètement différentes. Ce qu'il dit est nul et de nul effet parce qu'il ne comprend rien à ce qu'il dit. Je ne reviendrai pas dessus. Alors, une dernière question et après je vais vous laisser, Monsieur le Président. Est-ce que, même si vous avez déjà répondu implicitement, selon vous, le ministre d'État de l'économie dispose-t-il aujourd'hui d'une autonomie suffisante pour impulser une réforme structurelle? Vous, en tant qu'économiste, quelle est la lumière que vous faites? Si vous pouvez reprendre, je n'ai pas bien compris, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous pensez que le ministre d'État, le ministre de l'économie, dispose-t-il aujourd'hui d'une autonomie suffisante pour impulser une réforme structurelle? Moi, au risque de personnaliser la réponse, je ne sais pas ce que vous attendez autonomie, l'autonomie d'un ministre, je ne sais pas ce que c'est. Il est ministre d'État, il dit qu'il peut faire. Attendons voir. Moi, je sais que le putschiste en chef est incompétent. Le ministre des Finances est incompétent. C'est ce que je dis. Être compétent, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est tout. Donc, tout ce qu'il peut dire, pour moi, ça ne peut pas être pris en compte. Il peut reposer son analyse sur certaines fiches qui lui sont faites, mais, je répète, la gestion d'une banque qui est une institution privée n'a rien à voir avec la comptabilité publique. Il ne comprend rien à la comptabilité publique. Il faut qu'il retourne à l'école. Tout ce qu'il peut dire, c'est nul et de nul effet. Mais maintenant, s'il sait exploiter les quelques techniciens qui sont là, mais les techniciens qui sont là, ce n'est pas eux qui donnent l'orientation. Ils travaillent selon les orientations qui leur sont données. Si les orientations sont mal données, ce n'est pas à un technicien de dire, de fixer l'objectif. Ce n'est pas à un technicien de dégager les moyens. Un technicien travaille lorsqu'il y a des objectifs et qu'il a les moyens. Et lui, son travail, c'est d'ajuster les fins aux moyens poursuivis. Donc, véritablement, je ne vois pas, je dis et je répète que M. Oyima est incompétent à cette place-là, de la même manière que son neveu, le putschiste en chef, est un incompétent à la place qu'il occupe. Voilà. Et non seulement il est incompétent, mais en plus, c'est un imposteur. Voilà ce que je dis. Et là, on est dans le déni de droit, on est dans le non-droit. Il faut ramener le Gabon à un état de droit. Point. Et l'état de droit commence que Oligui retourne d'où il vient. Point. Ça ne souffre pas d'ambiguïté. Le reste, là, on va pinailler, on va poser des questions. Ces questions-là n'ont de sens que lorsqu'on est dans un état de droit. Et là, chacun a sa place. Voilà ce que je dis. Le système Bongo PDG, c'est un système injuste qui met des gens non compétents aux places qu'ils ne méritent pas. Voilà, c'est comme cela depuis toujours. Et ça n'étonne que ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face. Voilà la réalité. Alors, une dernière question rapidement de La Voix TV, Monsieur le Président, en lien avec l'actualité judiciaire. Je pense que vous aviez déjà répondu, mais brièvement. Vous savez, comme nous, que les Saintes Écritures disent que la justice élève une nation et que le péché est la honte des peuples. Il y a qu'aujourd'hui, la population gabonaise en général et la justice en particulier est entachée par cette procédure qu'a engagée la famille Bongo au regard des autorités qui sont en place actuellement. Quel avenir présagez-vous pour le Gabon au vu de tous ces agissements judiciaires? Est-ce que ça présage des beaux jours pour le Gabon ou bien êtes-vous inquiet? Si oui, quel est le message que vous pouvez porter par rapport à ce qui se passe actuellement auprès des populations? À mon sens, il faut prendre le raisonnement dès le début. Bon.
Le putschiste en chef, c'est l'imposture. 1. Acte 1. La première considération. Deuxième considération, du point de vue du droit, un chef d'État dont l'exécutif ne peut pas se muer en judiciaire. Il ne peut pas condamner des individus. Troisième élément que j'ajouterai au dossier, c'est que précisément, il n'y a pas de présomption de culpabilité, il y a en droit toujours une présomption d'innocence. Jusqu'à preuve du contraire, Sylvia et Noureddin Bongo sont innocents tant qu'il n'y a pas eu un procès équitable avec une défense et dans les règles de l'art. Le reste n'est que des fous fuyants. C'est du déni de droit. Le début commence là. On a pris leur argent, on n'a pas le droit de prendre leur argent. Je suis désolé. Je suis désolé. L'exécutif n'a pas allé dans les maisons prendre les sous des gens. Je suis désolé. Quel que soit ce que les gens ont fait, sinon ça devient de la justice populaire. Comment un État peut se muer en justice populaire? L'État est quelque chose d'organisé. Il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir judiciaire. L'État peut rester en justice. Et c'est ce qu'il aurait dû faire. Rester en justice. Et prévoir que les Bongos ont une défense. Et dans ce cas-là, dès lors que la justice est rendue dans les règles de l'art, là, précisément, le droit s'applique. Mais on a assisté à quoi? Selon ce que j'entends. On les prend, on les laisse à la prison centrale, on décide de les mettre au sous-sol de la présidence, on les torture. Voilà ce qui se dit clairement. Voilà les témoignages que les plaignants ont faits à la justice française. Moi, je ne prends pas parti. Un politique ne prend pas parti parce que ça ne relève pas du politique. Ça relève du judiciaire. Et lorsque le judiciaire, si tant il est vrai qu'ils avaient des problèmes de santé, c'est le judiciaire qui saisit effectivement les médecins agréés qui vont faire effectivement, qui vont examiner les patients. Ils les examinent, déterminent la pandémie, déterminent ce dont ils sont victimes et va faire un rapport à la justice. Là, la justice va prendre sa décision et si d'aventure cette décision est de nature à mettre notre État en danger, c'est là que l'exécutif fait valoir la raison d'État. Donc tout est faux depuis le début. Oui, les Bongos, parlons beaucoup, mais parlons juste. Vous connaissez plusieurs Gabonais qui, comme moi, peuvent se plaindre des Bongos. Ali Bongo a voulu me tuer. Et je suis aujourd'hui un homme diminué. J'ai toutes les preuves de cela. Alors, je peux m'en prendre à Ali Bongo. Mais quand il s'agit des affaires d'État, je mets cela de côté. J'esterai en justice le moment venu. Parce qu'il n'y a pas de présomption en pénal. Alors, Sylvia Bongo et l'autre, si d'aventure ils sont coupables, nous sommes dans le pénal. C'est des crimes financiers. Alors, il faut rester en justice. Et il n'y a pas de présomption. Dans quoi se situe-t-on? Et vous avez des Gabonais qui veulent justifier. Oh là, ils nous ont fait du mal. Mais c'est la justice populaire. Allons-y. Asselé a fait du mal. Allons-y. Tous les sbires du Haut-Togo, là, ils ont fait du mal. Allons-y. Citons-les. Prenons-les. Et certains fans, là, qui ont pris l'argent du pays, ils n'ont pas fait de mal. Citons-les. Certains Bapounou qu'on connaît, que tout le monde connaît, ils ont vidé, ils ont détérioré les entreprises. On les connaît, ils n'ont pas fait de mal. Allons-y. Arrêtons cela. Un État organisé n'agit pas de cette manière. On est en train de réagir par rapport et véritablement, on est émotif. Une république a des règles. Pour nous conformer aux règles, il faut que nous-mêmes nous les respections. Le putschiste en chef et ses putschistes
ne respectent pas les règles, même pas celles que eux-mêmes ils ont édictées. Et il veut faire comprendre à qui il y a des règles dans ce pays. Je suis bien amusé que le procureur sorte et dise que tout pouvoir est à la loi. Mais c'est amusant cela, tout pouvoir est à la loi. Donc, le putschiste en chef est au-dessus des lois. Il peut venir dicter sa loi au tribunal. Il peut envoyer ses sbires, ses généraux, dire que c'est de telle manière qu'on doit juger. C'est cela. Acceptons-le. Donc, je crois que véritablement, remettons les choses dans l'ordre. Moi, j'ai mis mes choses dans l'ordre. Le moment venu, j'esterai en justice et j'attaquerai Ali Bongo pour avoir voulu me tuer. Mais pour le moment, Ali Bongo, en dehors de ça, je n'ai pas, mon dossier n'est pas sorti, je n'ai pas le droit de l'accuser. C'est sur ce dont il n'est pas coupable. D'un autre côté, le chef d'État, ce n'était pas Sylviette Bongo, ce n'était pas Noureddine Bongo, c'était effectivement Ali Bongo. Maintenant, s'il y a des problèmes familiaux, que Pascaline veut régler les problèmes à son frère, ça c'est des problèmes familiaux, je n'ai rien à cirer de tout cela. Donc, soyons honnêtes et essayons de régler nos problèmes tels qu'ils doivent se régler dans un état de droit et non céder aux sentiments, céder au désordre, parce que tout simplement, un certain putschiste a dit on va à gauche, allez couper les têtes à tout le monde, on coupe les têtes à tout le monde, c'est l'autoritarisme. Ce n'est plus la démocratie, messieurs. Alors, ramenons les choses à l'ordre, revenons au bon droit, remettons les choses dans le bon ordre et commençons l'ordre. C'est la norme. Et la norme, au départ, elle est juridique. Allons-y dans la norme juridique. La constitution que nous avons, elle ne procède pas de l'ordre. La seule constitution qui existe, c'est celle de 1991. Alors, moi, je m'attendais effectivement à ce qu'on me pose des questions selon l'ordre qu'on a donné et qu'il y ait des questions de fond, pas des questions parce que le putschiste est venu aux États-Unis, on a donné 1000 francs aux Gabonais, ils sont allés faire la fête, boire la bière et l'accueillir. L'accueillir par rapport à quoi? Il a eu quoi aux États-Unis? Qu'est-ce qu'il a ramené pour le Gabon aux États-Unis? Parce qu'il a vu Trump, il a affermi son pouvoir. Alors, attendons voir. Or, moi, je sais ce que Trump lui a dit. Alors, ce n'est pas la peine qu'il vienne mentir, puisque d'autres le savent. Alors, donc, véritablement, il ne faut pas entraîner notre pays dans des bêtises, et ça fait en sorte que les journalistes ont une voix autorisée. Vous vous posez les belles questions, mais je vous amène ces belles questions-là. J'attendais à ce qu'on me pose de telles questions et qu'on revienne à l'essentiel. Comment construire notre pays? Le mal a été fait. Moi, j'ai été coupable, victime de mal. Mais je ne suis pas là en train de crier, oui, on a voulu me tuer et tout ça. Non, non. Il faut que nous construisions notre pays. Il faut que nous le construisions. Mais nous pouvons le construire en nous pardonnant les uns et les autres. Ce qui suppose qu'il y a acte de contrition. Il y a des gens qui ont fait du mal à ce pays. Ces gens-là doivent pouvoir faire amende honorable. Mais pas la justice qui se transforme en justice populaire. Non. Il y a le pouvoir judiciaire qui existe. Il y a des règles qui existent pour que quelqu'un reste en justice. J'ajoute que ce qui est arrivé à Maître l'autre jour, c'est inacceptable. La DGR, ça devient quelle force? C'est de la police judiciaire. Elle devient une force d'investigation dans quel pays? Elle s'occupe de quoi? Des recherches? Le renseignement qu'elle fait, elle s'érige maintenant en... Les gens qui n'ont jamais fait office de police judiciaire, ils vont maintenant arrêter les gens. C'est eux qui font maintenant les enquêtes. Ça existe, ça. C'est dans quel pays? Arrêtons cela. Arrêtons. Il faut qu'on arrête tout cela. Et le meilleur moyen de l'arrêter, c'est que tout le monde s'élève aujourd'hui pour commencer à crier doucement mais fermement: le putschiste en chef évacue. Putschiste en chef évacue. Putschiste en chef évacue. On a eu l'élection en 2023, qu'on y revienne normalement et notre pays va redémarrer. Voilà le discours qu'on attend. Le reste là, c'est des faux fuyants, c'est des fausses choses, c'est effectivement des fuites en avant, c'est des choses qui sont dites pour pouvoir embrouiller le peuple gabonais, nous mettre des fausses idées dans la tête. Voilà, il a été reçu à Washington, oui, et puis quelqu'un qui est reçu à Washington,
qu'est-ce que ça donne? Vous savez ce que ça coûte au budget de l'État gabonais qu'un chef d'État se déplace avec toute sa cour vers Washington? Les hôtels à Washington, vous savez combien ça coûte? Qui a payé? Le contribuable gabonais. Un pays exempt. On s'en préoccupe? Parlons des choses justes. En tout cas, je vous remercie pour vos questions qui m'ont permis de faire ces développements. Autre question, monsieur? Pensez-vous que la gestion d'une classe est semblable à un État? Celui qui pose la question, je pense que c'est... je préfère considérer que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Pascal Albert Ondossa n'est pas dans une classe, je suis dans un amphi. C'est d'abord différent. Une classe, je ne suis pas enseignant du primaire. Je ne suis pas enseignant du secondaire. Je suis professeur des universités et professeur titulaire de recherche depuis des années. Et à l'UOB, je suis le plus ancien au grade le plus élevé. Bon, donc, véritablement, parlons juste. Parlons beaucoup, mais parlons juste. Maintenant, est-ce que la gestion d'une classe est similaire à un État? Moi, je ne gère pas une classe. La gestion d'un amphi est semblable à la gestion d'un État. Et j'ajoute que dans Albert Ondossa, il y a 3 années passées au gouvernement. D'autres ne peuvent pas en dire autant. J'ai géré le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. J'ai géré le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. J'ai géré le ministère de la Recherche scientifique et du Développement technologique. À partir de ce moment-là, je n'étais pas un sous-ministre. J'étais un ministre plein, avec rang et prérogatives d'un ministre d'État. Donc, je sais comment on gère un État. En plus, si vous donnez à Ondossa sa fonction d'expertise internationale, j'ai été à des endroits, à des niveaux que vous ne pouvez pas soupçonner. J'ai aidé des pays à se relever à un niveau que vous ne pouvez pas soupçonner. Donc, quand je parle d'État, je sais de quoi je parle, monsieur. Je suis tout confus de vous répondre ainsi parce que n'oubliez pas que de nombreux Africains vous écoutent. Et quand ils apprennent ce genre de questions de la part des Gabonais, ça tue toute l'estime qu'ils ont pour le peuple gabonais. Je suis désolé pour vous. Je vous remercie. Non, je n'organise pas un référendum. Je l'ai déjà dit. J'ai dit tout ça par le passé. Je vais encore vous le dire. Même au début de mon intervention, je l'ai dit. La seule constitution valable, c'est la constitution de 1991. C'est elle qui est valable. Maintenant, si on veut changer de constitution, il faut dire pourquoi. Cela nécessite une étude qui est soit faite par le gouvernement, soit par l'Assemblée pour dire en quoi cette constitution, effectivement, elle est mauvaise. Et elle sera soumise. Les propositions sont soumises aux partis politiques, notamment, sont soumises au Parlement dans ses 2 composantes, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est à partir de ce moment-là, pas une Assemblée nationale aux ordres parce qu'elle est nommée, mais une Assemblée nationale qui procède d'une élection, une élection représentative de la population gabonaise. Voilà ce qu'il faut faire dans un pays. Le reste, ce n'est que fuite en avant, ce n'est que supercherie de la part des imposteurs et du putschiste en chef. Moi, je ne suis pas ce qu'ils font. Ils ne font que des bêtises. Et cela ne grandit pas notre pays. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet. Je vous remercie. Alors, pensez-vous que les pays africains, que les stratégies qu'ils se mettent ensemble pour renforcer leurs liens et de prioriser des partenariats entre eux ou avec des nations qui n'ont jamais été colonisées plutôt que, bon. Alors, vous savez, ce type de questions, généralement, j'ai du mal à y répondre parce qu'il y a des dimensions qui dépassent la dimension nationale, qui dépassent la dimension politique. Et là, généralement, je vais faire référence aux réponses que j'ai données dans les amphis, dans de nombreux pays occidentaux et africains. Chaque fois qu'on me posait ce type de questions, je leur disais simplement, en termes très, très simples,
Un pauvre plus un pauvre ne vous donne pas un riche, ça vous donne deux pauvres. Une demande d'efficience plus une demande d'efficience, ça donne une demande globale déficiente. Ce n'est pas parce que deux tondus, trois pelés, trois pauvres se seront mis ensemble qu'ils vont former un ensemble riche. Alors à partir de ce moment-là, ce n'est pas cette addition-là qui est possible. Elle n'est pas viable. Il faut parler d'autre chose. Alors vous allez vous mettre ensemble pour quoi faire? Regardez la structure de nos pays, des monocultures d'exportation. Ils ont la même configuration. Alors, comment est-ce qu'ils vont échanger quoi entre eux pour faire quoi? Et il ne s'agit pas de commercer. Quelle est l'intensité, la profondeur du commerce, dit-on? C'est ça. Quelle est la profondeur du marché? C'est en ces termes-là que cela se pose. Et par rapport à cela, on est loin du compte. Donc, on pose. En fait, là, j'en viens à ce que je dis par ailleurs, en ce qui concerne la programmation mathématique. On dit lorsqu'un problème n'a pas de solution, c'est qu'il est mal posé. Moralité, il faut le poser de manière telle qu'il ait une solution. Tel que vous le posez là, ce problème n'aura pas de solution. Il est mal posé. Il faut le poser de manière telle qu'il ait une solution. Merci, monsieur. Alors, comment pensez-vous que M. Oligui a réussi à déjouer vos prédictions sur la matérialisation de l'élection 2025 et comment êtes-vous sûr que vos prédictions sur son départ dans quelques mois ne seront pas toujours pas déjouées par lui? Si vous pensez qu'Oligui Nguema a déjoué mes prédictions, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, ce n'est pas ce que je pense. Parce que si vous m'avez suivi et vous m'avez mal suivi, j'ai répondu à ceux qui disaient que le 12, c'est le 12. Je leur ai dit que le 12, c'est le début de la fin. Où en sommes-nous aujourd'hui? Regardez comment le Gabon marche. Je ne pense pas que le Gabon soit à la mesure d'un véritable État. Alors, maintenant, mes prédictions, je ne prédis pas. Ce n'est pas des prédictions. Ce n'est pas effectivement de l'astrologie. Je dis ce qui va être. Et je vous ai dit que c'est le début de la fin. Or, à moins de vous mettre des œillères, à moins que le fait de défendre bec et ongle le putschiste en chef vous ait enlevé toute lucidité, pour vous, le pays va bien. Bien sûr, il va très très bien. Et il va éviter tout ce que j'aurais dit. Allons-y, qu'il évite. Et je lui souhaite bien du plaisir. Allons-y. Et je vous en souhaite aussi, monsieur. Très très bien. C'est son bonheur à lui. Kondoza n'ait jamais eu raison. Mais malheureusement, il y a d'autres Gabonais, des Gabonais outre vous, que vous, qui pensent que le tort d'Ondosa, c'est toujours d'avoir eu raison très tôt. Et de nombreux Gabonais, de plus en plus nombreux, pensent que c'est moi qui ai raison, malgré vous. Et malheureusement pour vous. Je vous remercie. L'intervention du putschiste en chef n'était-elle pas hors sujet lorsqu'on sait la décision prise par Trump? Alors, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas les activités du putschiste en chef. Moi, je ne suis pas ses interventions. Mais je sais ce pourquoi il a été convoqué. Et je sais ce qu'on lui a dit en privé. Le reste, je ne sais pas. Donc, je suis mal placé pour répondre à cette question. Voilà. Alors, vous dites d'abord, vous affirmez que le pays est riche. Bon, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous dites dans votre première section comment expliquer économiquement et politiquement parlant qu'un pays aussi riche en ressources et facilement peuplé que le Gabon, et faiblement peuplé, peine à développer significativement. Bon, pour moi, l'explication, elle demeure. Comment expliquer? Ce n'est pas l'explication qui manque. L'explication est simple. Qu'est-ce que le développement? Le développement, ce n'est pas casser les maisons. Le développement, ce n'est pas les ponts.
le développement, ce n'est pas les routes. Il faut revenir à la définition du développement. Et c'est Pérou qui définit très très bien François Pérou, ce que c'est le développement. Hein? C'est une adaptation des structures mentales, institutionnelles, politiques, consécutives à la croissance économique. Qu'est-ce que la croissance? C'est l'évolution des grandeurs significatives d'une économie, la population nationale, le revenu national, l'épargne nationale, etc., etc. Ce qui veut dire effectivement que le développement, ce n'est pas casser les routes. Le développement, ce n'est pas les ponts. Le développement, ce n'est pas le pragmatisme. Ce n'est pas ça le développement. Il est conceptualisé. Les Chinois et les Asiatiques d'une manière générale, et plus encore, les Coréens en ont fait la démonstration. C'est un acte volontariste. On pose les jalons du développement. Et ce n'est pas cela. Et il y a un commencement à tout. Donc, on peut prendre ce modèle-là et savoir par où ils ont commencé. Or, ils n'ont pas commencé par casser les maisons et casser les ponts. Et construire les ponts. Ils disent qu'ils vont construire les routes. Ce n'est pas ça le développement. Alors, ce qui veut dire que, bon, quand vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, eh bien, il est habitué à jeter une forte population. Bon, je ne sais pas par rapport à quoi vous parlez de la Côte d'Ivoire. Forte population, quand vous dites forte, quelle est la proportion? Alors, je ne comprends pas. Je vous dis, votre question n'est pas précise. Mais si j'essaie de démêler les chevaux, je peux essayer de dire, ah, on se trompe sur ce qu'est le développement et sur ce qu'est la richesse. La richesse, ce n'est pas les ressources naturelles. Oui, on est richement doté. On a une dotation en ressources naturelles. Elle existe, elle est naturelle. Mais ces ressources doivent être exploitées. Elle n'est pas exploitée du fait, nous ne pouvons pas les exploiter. Il faut qu'il y ait association de la terre et du travail et du capital. Et cette association-là permet effectivement de pouvoir avoir une production et ensuite un revenu et de procéder à la redistribution des revenus, une distribution qui est factorielle et une redistribution ensuite. Donc voilà comment les choses se passent. Donc pratiquement, ce que vous dites, est-ce qu'on peut comprendre? Oui, on le comprend parce qu'il n'y a pas eu une bonne association de facteurs, parce que le développement n'a jamais été pensé, parce que les gens n'ont jamais pensé au développement. Les gens au pouvoir et surtout les systèmes Bongo PDG et l'illustre représentant qu'ils ont aujourd'hui, le putschiste en chef, tout se mettre dans les poches, devenir de plus en plus riche, fonder, prendre les sous du pays, les dilapider au service du clan, au service des extrémistes du Haut-Togo, et on donne des miettes aux extrémistes du canton qui est à Oyem. Voilà où on en est. C'est cela qui est aujourd'hui. Et généralement, ce n'est pas comme ça qu'un pays se développe. Donc pourquoi, effectivement, le Gabon reste sous-développé malgré ses ressources du sol et du sous-sol? Parce que tout simplement, ceux qui sont à la tête du pays depuis 50 ans, ils font la même chose. Tout dans leur poste, rien dans les poches des Gabonais. Voilà la réponse que je peux vous donner et qui est claire, qui peut s'expliquer, qui peut être théorisée, qui peut être véritablement mise au point, qui peut être modélisée. Donc, à partir de ce moment-là, voilà les éléments de réponse que je peux vous donner. Alors, il reste une question, me dit-on. Comment est-ce que je garantis la transparence dans mes décisions en action politique? Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que départ, on forme un gouvernement. Dès lors qu'on a formé un gouvernement, les gouvernements sont responsables. Et il y a un plan d'action qui leur est donné, effectivement. Et le gouvernement se met au travail. Donc, à partir de ce moment-là, comment est-ce que je vais être assuré de ci et de cela? Comment est-ce que je vais rendre transparentes mes décisions? Mais les règles de gestion publique existent. Elles supposent la transparence. Et ensuite, elles supposent un contrôle. Contrôle a priori, contrôle a posteriori. Donc, ce n'est pas moi qui invente. La gestion d'un État se fait selon les règles de l'art.
la gestion des finances publiques se fait selon les règles. Et il y a un contrôle qui est exercé aussi bien a priori qu'à posteriori. Et à partir de ce moment-là, il y a des commissions parlementaires, s'ils veulent vérifier quelque chose, des parlementaires qui sont élus par leur peuple selon les règles des arts et non ceux qui sont nommés par le putschiste en chef. Voilà. Ou alors désignés dans un vote qui n'en a pas un parce qu'on choisit les partenaires à gauche, toujours les mêmes, qu'on met à des places. En fait, c'est le même vote élection, c'est le même vote, en fait, le vote nomination du PDG qui se poursuit. Donc, ce n'est pas cette assemblée-là qu'il faut. Il faut une véritable assemblée. Et pour avoir une véritable assemblée, il faut avoir un véritable pouvoir, c'est-à-dire un président élu selon les règles de l'art, il est là. Ensuite, un gouvernement formé selon les règles de l'art, en fonction des objectifs que vise le président, qui dépendent effectivement du programme qu'il a soumis au peuple gabonais. Et c'est sur cette base-là que les choses se font dans les règles de l'art. Et ensuite, on passe aux élections législatives et locales selon des lois, une loi électorale impersonnelle qui ne permet pas de désigner ses copains et ses coquins pour qu'ils deviennent les députés et faisant de l'Assemblée une chambre d'enregistrement. Et c'est tout. C'est ce dont nous devons nous défaire. Voilà ce que je pourrais vous dire à cet effet. Alors, je crois que j'ai répondu aux questions et le plaisir a été pour moi de m'entretenir encore une fois avec les journalistes qui traduisent ce que pense le peuple gabonais. Et ce que je crois, c'est qu'un leader doit également éduquer. C'est ce que je fais. Je le fais peut-être avec un ton véhément. C'est au regard de la situation difficile que traverse mon pays aujourd'hui, notre pays. Je m'en excuse. Et j'aimerais bien, effectivement, avoir un autre ton. Cela arrivera dans d'autres moments. Lorsque nous allons gérer notre pays selon les règles édictées et acceptées par tous, et non selon un dictat qui est le fait d'un homme, ensuite surtout d'un imposteur. Alors, je suis désolé effectivement de pouvoir durcir le ton à certains moments ou d'avoir l'air d'être passionné. Mais le Gabon me passionne et je voudrais m'en excuser. Mais il faudrait que vous compreniez que on a dit une fois, on a dit deux fois, on a dit trois fois, on revient sur les mêmes choses, sur les mêmes questions. Certainement parce que certains n'ont pas compris, certainement parce que d'autres aimeraient que un plus grand nombre comprennent. Je le comprends aussi. Voilà pourquoi je prends le temps de répondre à toutes vos questions. Même si de temps en temps, je vous ajoute un tout petit peu, c'est pour mettre l'ambiance entre autres. Mais je dois dire que la situation de notre pays fait en sorte que lorsque vous sortez du Gabon et que vous êtes à l'extérieur, le Gabon est la risée de tous. Le Gabon est la risée de tous. Ne vous fiez pas aux poignées de main. Ne vous fiez pas à ce qu'on dit. Ne vous fiez pas effectivement aux commentaires qui sont faits. Ce qui est intéressant, c'est ce que deux chefs d'État se disent en privé. Et là, c'est là que la vérité sort en dehors du cadre diplomatique. Alors, il faudrait que vous compreniez que la situation est telle aujourd'hui que personne ne peut construire le Gabon à notre place. Et que même si vous êtes soutien du putschiste en chef, et ce qui m'amuse, c'est que la majorité de ces soutiens sont jeunes. Vous allez compromettre votre vie pour quelqu'un qui va partir. Qu'est-ce que vous allez devenir demain? Et n'oubliez pas qu'on est dans l'ère des nouvelles technologies de communication. Ces nouvelles technologies enregistrent tout. On vous entend, on vous suit. Même les questions que vous posez sont retenues. On sait qui a posé la question. On peut vous retrouver où que vous soyez. Et il y a des gens qui sont là pour enregistrer tout cela et qui savent que demain, ils vous regarderont. Bien évidemment, moi, à mon niveau, je ne ferai pas le tri. Les Gabonais, la seule chose qui comptera,
c'est la compétence de chacun d'entre eux. Et chacun devra être utilisé là où est le plus performant. C'est vrai. Mais il reste autre chose. C'est que ceux qui ont contribué à tuer notre pays en termes réels, ceux-là, ce n'est pas moi qui les réglerai des comptes, mais c'est les autres qui les regarderont, qui les dénonceront et qui feront en sorte qu'on ne peut pas brouter à plusieurs prairies à la fois. Pensez à demain. Le putschiste en chef n'est pas éternel. Son règne, c'est la fin bientôt. 3 mois de pouvoir, on lui a tout donné. 3 mois de pouvoir, c'est bien. Où en est le Gabon aujourd'hui? Quel bilan peut-on faire? C'est la fuite en avant et on continue avec zèle. Et on croit que quelque chose peut s'améliorer. Rien ne va s'améliorer. Il faut que tout cela s'arrête. J'en suis là. Et la communauté internationale a agréé cette demande. Nous en sommes là. Il reste à acter son départ. Savoir quand et comment. Voilà l'enjeu. L'enjeu, ce n'est pas tellement son départ. Il est acté. Mais l'enjeu, c'est demain. Comment capitalisons-nous ce que nous avons vécu pour dire, comme disent les Occidentaux, plus jamais cela, pour que nos enfants aient de bonnes écoles, pour que nous-mêmes nous puissions nous soigner à Libreville, au Gabon, pour que véritablement nous ayons des bons hôpitaux, pour que véritablement nous ayons la paix, pour que véritablement il n'y ait plus la justice populaire, mais qu'on ait une justice saine qui permette à nous de pouvoir rester en justice, de savoir qu'il n'y a pas de déni de droit, qu'il n'y a pas de don de droit, savoir qu'un individu peut porter plainte à l'État, peut porter plainte à un chef d'État, savoir effectivement que dès lors qu'on a une justice de cette dimension, alors les investisseurs viendront assurer que leur investissement aura un retour d'investissement et sera garanti. Et c'est eux qui apporteront l'emploi aux jeunes. C'est eux qui apporteront le soutien. Le partenariat privé-public se fera au mieux pour que le Gabonais